David Otia. En 2003, près de chez lui, dans la station de ski du Grand Bornand, en Haute-Savoie, 5 personnes d'une même famille. Le père, la mère et les 3 enfants ont disparu du jour au lendemain. Volatilisés. Et lui, David Otia, a joué avec sa femme pendant des mois les vedettes de télé, toujours prêt devant les caméras à dire du mal de ses voisins, toujours prêt à faire visiter le chalet de l'extérieur, souriant, bonhomme, un peu bêta, un véritable duo de langue de vipère. Ces gens-là, les disparus, étaient des mafieux italiens, des gens qui s'en mettaient plein les poches, des trafiquants de drogue. Sauf que c'est lui qui les a tués. C'est lui qui a tué Xavier, un promoteur immobilier de 40 ans, sa compagne Graziella, 37 ans, et leurs 3 enfants. Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, et Grégory, 7 ans. Pourquoi? Pour un motif minable. Samedi 12 avril 2003. Il est environ 10 h du matin. Un taxi emmène Mario vers la station de ski du Grand Bornand, en Haute-Savoie. Mario a 14 ans. Il vit dans le nord de la France avec son père. Ses parents sont séparés et il vient passer les vacances de Pâques chez sa mère, Graziella. Graziella Ortolano habite un beau chalet avec Xavier Flactif, un promoteur immobilier. Ils vivent et travaillent ensemble depuis une dizaine d'années. Graziella et Xavier ont 3 enfants que Mario adore. Ses demi-sœurs, Sarah et Laetitia, 10 et 9 ans, et le petit dernier, Grégory, âgé de 7 ans. Quand je suis arrivé, j'ai essayé d'entrer dans le chalet. Toutes les portes étaient fermées, donc j'ai essayé de frapper, mais il n'y avait personne. Je suis retourné dans le taxi et j'ai attendu environ 3 heures. Il est maintenant 13 h et Mario ne comprend pas ce qui se passe. Il se rend au restaurant où sa mère et son beau-père ont leurs habitudes. Mais personne. Les heures défilent. Toujours aucune nouvelle. Alors Mario trouve refuge chez un ami de la famille. Et vers 22 h 30, cet ami, intrigué, décide à son tour de se rendre au chalet. Il remarque que le 4x4 rouge de Xavier Flactif n'est pas là, à l'extérieur. Et s'aperçoit qu'une porte-fenêtre a été laissée ouverte. Il entre dans le chalet. À l'intérieur, c'est bizarre. La cuisine, le salon et la salle à manger sont impeccablement rangés, rien ne traîne. Et ça n'est pas le genre de la maison Flactif. D'habitude, la maison, c'était pas le foutoir, mais comme il y avait 3 enfants, il y avait toujours des vêtements un peu partout, ou des papiers, surtout des papiers de Xavier et ma mère pour leur travail. Le lendemain, Mario appelle sa grand-mère maternelle, Vincenza, qui vit dans le Pas-de-Calais. Elle est d'accord, c'est inquiétant. Graziella ne serait pas partie sans l'avertir. Ma fille, elle n'a jamais fait, quoi. Elle n'a jamais laissé tomber Mario, de le laisser dehors, de le chalet. J'ai paniqué. J'ai dit à mon mari tout de suite, ça ne le ressemble pas et il y a quelque chose qui s'est passé. Les gendarmes sont alertés. Et les 5 membres de la famille Flactif sont inscrits au fichier des personnes recherchées. Dès le dimanche, les recherches s'orientent, les recherches de la gendarmerie s'orientent vers ce qui pourrait être finalement un accident de la route. C'est à ce moment-là ce qui semble le plus plausible. Il est vrai que Xavier Flactif a la réputation de conduire très vite, même en montagne, où il lui arrive régulièrement de passer les 100 km/h. Et donc c'est sur les axes qui relient Grenoble au Grand Bornand que les premières recherches vont être menées, dans les ravins notamment, aux fins de vérifier que la voiture ne soit pas éventuellement sortie de la route et n'ait pas fini sa course au fond d'un ravin. Lundi 14 avril. Ça fait maintenant 48 heures que la famille Flactif a disparu. Et ce matin, les enfants n'étaient pas à l'école. Dans l'après-midi, 2 gendarmes se rendent au chalet pour une perquisition sommaire en présence de 2 amis des Flactifs.
Apparemment, tout est normal. Étonnant quand même, le réfrigérateur est bien garni. Et sur le feu, éteint, de la gazinière, il y a 2 marmites pleines. Si les flactifs sont partis, ça n'était pas prévu. Il note aussi sur un bureau la présence de 2 ordinateurs portables, dont l'un est ouvert. À l'étage, plus intriguant encore, il n'y a ni couette ni drap sur les lits de Laetitia et Grégory. Les gendarmes de Haute-Savoie mettent le paquet pour retrouver le 4x4 rouge des flactifs. Un hélicoptère survole la région. On explore le fond des ravins. Des plongeurs sondent les bords du lac d'Annecy. En vain. Denis Robert Charot, vous êtes le procureur de la République en charge de cette affaire. On se souvient donc la première fois qu'ils ont visité le chalet, les gendarmes n'ont rien trouvé d'anormal ou d'alarmant. En revanche, je crois que leur deuxième visite les inquiète beaucoup plus. Oui, parce que la première visite, on constate un chalet qui est ordonné. Et la deuxième fois, quand ils reviennent, on constate la disparition de certains objets. Qui étaient là la première fois. Qui étaient là la première fois, notamment 2 ordinateurs. Et c'est vrai qu'on s'interroge, et puis un dossier qui était en place. Et qui était en évidence. Qui était en évidence et qui a disparu. Alors, on ne connaissait pas le contenu de ce qu'il y avait dans ces ordinateurs et le contenu de ce dossier. Et on se dit, est-ce que la disparition s'explique par la disparition de ces objets qui contiennent des éléments qui pourraient être importants? C'est un peu l'énigme à ce moment-là. Quelles sont les hypothèses qui peuvent éclairer ces disparitions d'objets entre les 2 visites des gendarmes? Alors, la première hypothèse, c'est de dire que quelqu'un, un rôdeur, est passé par là, a vu 2 ordinateurs et les a emportés. C'est la plus rassurante, mais c'est peut-être pas celle qu'on retient le plus. La deuxième hypothèse, c'est de se dire que s'il s'est passé quelque chose, on souhaite faire disparaître des preuves. On souhaite faire disparaître des éléments importants qui doivent échapper au service des enquêteurs. Et c'est plutôt cette deuxième hypothèse qu'on retient. C'est l'hypothèse criminelle. C'est l'hypothèse criminelle qui commence à naître et on se dit, on cherche à nous cacher quelque chose. Il y a une troisième hypothèse, c'est que la famille ayant disparu soit venue récupérer in extremis des choses qu'elle avait oubliées. Oui, c'est vrai. S'étant enfui. Il devait de l'argent des gens, il avait mécontenté pas mal de gens et il y avait des jalousies. Donc l'hypothèse de la fuite est une hypothèse qu'il fallait creuser. Le jeudi 17 avril, 5 jours après la disparition, 3e visite des gendarmes au chalet. Approfondie cette fois. Ils sont venus avec des TIC, des techniciens d'identification criminelle de la brigade de recherche d'Annecy, qui très vite alertent leur commandant. L'expression, moi je m'en souviens très bien, puisque la communication a été faite au bout d'1 heure de présence des gendarmes dans le chalet. Ça a été mon capitaine, ça sent pas très bon et les choses sont assez inquiétantes. Je découvre un espace qui est, on va dire, assez bien organisé, bien rangé, bien ordonné. Lorsque nous avons regardé un peu plus d'une manière méticuleuse les rainures du parquet, nous avons vu que certaines d'entre elles étaient encombrées, mais d'une manière très importante, d'une matière brunâtre coagulée. Que pour moi, il s'agissait de toute évidence de traces de sang. Alors quand je dis traces de sang, bien sûr, je n'ai pas les moyens, moi sur le terrain, de déterminer s'il s'agit de traces de sang humain ou animal. Mais néanmoins, je suis sûr qu'il s'agit de traces de sang. Les gendarmes découvrent aussi des débris de verre et un fragment de dent coincé entre 2 lames de plancher. Plus alarmant encore, une douille de calibre 6,35 au pied d'un rideau. Monsieur le procureur, quand au cours d'une nouvelle visite, les techniciens de la scène de crime retrouvent un morceau de dent dans une rainure du plancher, une douille de 6,35 et des taches de sang, l'hypothèse de la fuite tient-elle toujours? Écoutez, alors là, le dossier bascule parce que nous, on a compris
qu'il s'était passé quelque chose d'important. Et de criminel. Et de criminel. Et on l'a compris vraiment avec certitude ce jour-là. Quand vous êtes sur place, vous, il y a d'autres éléments que vous voyez, que vous visualisez, qui peuvent conforter la thèse criminelle? Ce qui était frappant, c'est qu'on s'est beaucoup posé de questions. Les housses de couette avaient disparu. Pourquoi des housses de couette qui disparaissent? Et ce qui était aussi frappant, c'est que dans l'escalier, le tissu mural avait été complètement arraché pour cacher quelque chose, manifestement. Et plus troublant encore, à l'étage, auprès du lit d'une des filles, la moquette était découpée, une forme de rectangle d'1,50 m sur 40 cm de large. C'était un peu la forme d'un petit cercueil. Ce jour-là, on a bien compris que probablement toute la famille avait été massacrée. Pourtant, à ce moment-là, alors que votre conviction est assise, et celle des gendarmes probablement aussi, face aux journalistes, vous ne fermez pas les portes de la fuite, vous parlez d'accident de la route, de départ volontaire prémédité, peut-être d'enlèvement suivi de séquestration. Il y a une stratégie là-dedans? Et lorsqu'il y a des conférences de presse, puisque je suis obligé d'organiser une conférence de presse presque chaque jour, je ne dément pas l'hypothèse de la fuite. C'est vrai, je ne la dément pas, alors que pour moi, elle est de moins en moins probable. Alors, pourquoi? Eh bien, parce d'abord, on ne peut pas l'exclure avec certitude. Ensuite, parce que ça nous arrange aussi, je dois le dire, parce que tant que les journalistes cherchent du côté de Genève, c'est vrai qu'ils nous mettent moins la pression sur les enquêteurs. Et une enquête criminelle demande un peu de calme et de sérénité, et parfois de la confidentialité. La basse saison vient de commencer dans la station de ski du Grand Bornand. Les vacanciers sont partis. Il ne reste plus que les gens du coin pour répondre aux journalistes venus nombreux, enquêter sur cette famille, volatilisée. On va voir donc les quelques habitants qui sont présents. Et là, j'entends un discours quasiment commun aux gens que j'interviewe. Ils me disent « Ah, la famille Flactif, on le connaît bien, il a dû prendre la fuite, c'est quelqu'un qui a des méthodes assez louches, il a racheté plein de chalets, il y a un de ces chalets qui a pris feu, tout ça c'est pas normal. À notre avis, il a dû sentir le vent du boulet, il a dû se sauver quelque part, prendre la fuite. Il doit être sous les palmiers, vous en faites pas pour lui, tout doit bien se passer pour lui. » À mon avis, il s'est tiré. Ah ouais, il a monté son coup, il s'est tiré, ils ont retrouvé une douille, ils ont retrouvé des éclats de dents, tout ça. Bon, mais ça, c'est un coup monté de toute façon. Il faut dire que la réussite de ce promoteur immobilier arrivé du Nord il y a 5 ans agace dans la vallée. Trop rapide, trop voyante peut-être. Flactif, le black, comme on l'appelle ici, le fêtard, toujours prêt à payer son verre avec ses belles voitures, ses motos, son bateau et bien sûr son magnifique chalet qui ne lui valent pas que des amis dans la station. Il avait déjà un petit problème d'argent, je pense. Et puis un peu assez fêtard. Un peu pas très, je veux dire, par rapport aux affaires qu'il avait. Il se laissait un peu aller, on va dire. Il n'y a pas loin de la rumeur à la calomnie. Et en la matière, le plus féroce est un ancien locataire de Xavier Flactif, un certain David Otia. Un vrai renard. Savoir toujours parler aux gens, détourner. Même des entreprises qui travaillaient avec lui qui ne voulaient plus, il arrivait toujours à les revoir et puis à les endormir, quoi. Xavier Flactif vient du Nord, il fait manifestement rapidement fortune, il dispose d'un bon niveau de vie, et puis c'est vrai qu'il n'a pas non plus la réputation de toujours très rapidement ou très bien rémunérer les gens qu'il fait travailler à son profit. En plus, c'est un homme de couleur. Donc il y a un relent de racisme là qu'on ressent à travers les témoignages de certaines personnes. Donc il y a un contexte effectivement qui est peu favorable à Xavier Flactif et on le pointe du doigt. Dans la presse, à cette époque-là, on parle plus des affaires de Xavier Flactif et de sa personnalité débordante que de la disparition de sa famille. Les détracteurs du promoteur disent qu'il a fait flamber les prix des terrains, qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis. D'ailleurs, il y a 1 an, en avril 2002, un de ses chalets en construction a mystérieusement brûlé. Acte criminel ou arnaque à l'assurance?
On ne l'a jamais su. Et bizarre, l'actif n'a jamais porté plainte. Pourtant, il aurait reçu des menaces. Quelqu'un a même scié les barreaux de son balcon. Les gendarmes enquêtent sur sa situation financière et apprennent qu'il dispose avec Graziella d'au moins 70 comptes bancaires en Belgique et dans des paradis fiscaux. Ils découvrent aussi qu'il a des dettes cumulées d'environ 3 millions d'euros. Dominique Rizet, Xavier Flactif n'est pas très apprécié au Grand Bornand. On dit de lui que c'est un promoteur véreux. Alors qu'en est-il exactement ? Quand il disparaît, Christophe, Xavier Flactif a 40 ans. C'est quelqu'un qui a déjà bien bourlingué professionnellement. Il a commencé à 21 ans dans l'immobilier à Lens. Et c'est quelqu'un qui a le sens des affaires, du business, qui a le sens du contact, même s'il est un peu borderline parce qu'il est toujours à la limite du dérapage. À 25 ans, 1987, il crée sa première société dans l'immobilier. 91, deuxième société. Il engage une secrétaire comptable qui s'appelle Graziella Ortolano. 1993, premier problème, ces deux sociétés sont mises en redressement judiciaire et puis en liquidation. Et là, eh bien, comme c'est pas le genre de type qui se laisse faire, il rebondit immédiatement en attendant la décision de justice. Il crée deux autres sociétés, toujours dans l'immobilier. Et en 1996, tout va bien. Les banques lui font confiance, mais il est rattrapé par ses problèmes judiciaires. Il est condamné, il fait appel de sa condamnation. 98, c'est confirmé. Il est interdit de gestion pour 10 ans. D'autres auraient baissé les bras, pas lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ces deux sociétés qui marchent bien, il les met en gérance au nom de Graziella Ortolano, qui entre-temps est devenue sa compagne. Sa femme. On est en 1998, il a un beau projet dans le Pas-de-Calais, un projet immobilier. Là aussi, les banques lui font confiance. Il veut construire des logements et les revendre. Finalement, ça ne se fera pas, sauf que les clients lui ont déjà versé une partie de l'argent. S'ensuit un imbroglio avec les acquéreurs. Et c'est à ce moment-là, 98, que Xavier Flactif décide de quitter le Nord pour aller faire des affaires du côté du Grand Bornand. Alors voilà, Christophe, il n'avait pas que des amis, bien loin de ça. Et les gendarmes l'écrivent dans un rapport. Ils disent son activité immobilière un peu brouillonne avait fait qu'il avait réuni contre lui de plus en plus de gens insatisfaits, endettés, qui se sont sentis bernés. C'est-à-dire, Christophe, autant de personnes qui ont des raisons légitimes de lui en vouloir. Les gendarmes, à ce stade de l'enquête, suivent 3 pistes. La piste d'une fuite d'un homme criblé de dettes, la piste éventuelle d'un suicide collectif d'une famille aux abois et la piste d'un assassinat, parce qu'il ne faut pas oublier les traces de sang, la douille de pistolet, les draps, les couettes qui manquent et la moquette découpée. Mais de cette piste qu'ils exploitent discrètement, les gendarmes ne parlent pas aux journalistes. Sur la piste criminelle, il y a tous ces gens qui avaient des tas de raisons d'en vouloir à Xavier Flactif. Les artisans notamment qui travaillaient sur ces chantiers et avaient du mal à se faire payer. Ils apprennent que certains s'en sont pris violemment à lui. Voilà des suspects potentiels. Mais les gendarmes s'intéressent aussi de près à ces dernières affaires immobilières. Car le promoteur Xavier Flactif était sur un gros coup. Dans les mois qui précédaient la disparition, il avait engagé des projets relativement conséquents, dont l'un d'entre eux, l'aménagement du col de la Croix-Frie. Il s'agissait en l'occurrence de la réalisation de plus de 150 logements sur en fait un domaine skiable proche de la Clusaz. Et c'est vrai que c'est un projet, on va dire, monstrueux à son niveau. Et c'est un projet qui fait des envieux parce que les autres se rendent compte qu'il a peut-être raison. C'est peut-être l'un des beaux projets de la région. Et dans ce projet, comme souvent, Xavier Flactif a pré-vendu une 50aine d'appartements. Le problème, c'est qu'au dernier moment, le conseil municipal lui a refusé le permis de construire. Du coup, le projet s'est arrêté, net. Et ce qui devait être le coup de sa vie allait peut-être provoquer sa ruine. Michel et Marie-Clotilde Flactif, vous êtes les
parents de Xavier Flactif. Je crois que c'est votre fils à vous. Et lorsque vous êtes marié avec Michel, il l'a reconnu et il est devenu pleinement son fils. Vous saviez quel était le type d'affaires que menait votre fils? Bon, on savait que Xavier était dans l'immobilier. En fait, quand on allait les voir, c'était pour voir la famille et voir les petits-enfants. On lui demandait si son travail, ça allait. Et ça en restait là. Et c'est notre dernière fille, un mois avant, qui était avec nous au Chinaillon. Et on était en train de skier et qui a dit à son frère, je ne partais pas tant qu'on n'ait pas fait une photo, parce que Xavier t'aime pas te faire photographier. Et on n'a aucune photo de la famille complète. Donc la famille où on voit les enfants avec leur casque. Et c'était la dernière photo qu'on a fait un mois avant le crime. Qu'est-ce qui aurait pu expliquer ou justifier un enlèvement? Ça se passait pas bien pour que Xavier, dans cette région de Savoie dans laquelle il avait débarqué, il vous en avait parlé un peu de ça? Écoutez, moi j'étais peu de temps avant, j'ai eu l'occasion d'y aller seule. Il y a eu un repas d'organiser et pendant cette journée-là, il y a des personnes qui sont venus lui parler, quand j'étais à côté, au sujet de, je vous avais entendu parler, de la Croix-Frie. Oui, de ce projet immobilier important. Alors ils ont dit, ça ne sera jamais un noir qui aura cette affaire. À écouter les gens qui se répandent sur Xavier dans les médias, faut reconnaître que ça... On dit que c'est un pourri, quoi. On dit que c'est un type malhonnête. Ça vous choque, vous, à l'époque, ça? Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut revenir un petit peu au début. Moi, ce que je reproche au premier procureur, c'est surtout un petit peu sa rapidité, son manque de précaution, et par ses propos, il a orienté un déferlement médiatique. Il savait très bien qu'il y avait un doute sur cette fuite. Et il n'a pas fait de démenti, n'a pas rectifié la position, il a laissé le déferlement médiatique avec tout ce que ça peut comporter. C'est ignoble. Monsieur le procureur Robert Charreau, la famille Flactif accuse la justice, pas spécifiquement vous, mais la justice d'avoir en quelque sorte sali la mémoire de leur fils en continuant d'alimenter la piste de la disparition volontaire, de la fuite, alors même que vous saviez qu'il s'agissait d'un assassinat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Écoutez, à la famille de la victime, je dois dire qu'on se doit d'avoir beaucoup de compassion. Ce qui leur est arrivé est épouvantable. Ce qu'il nous fallait, c'était réussir l'enquête. C'est la première chose qu'on devait, la première dette qu'on avait à la famille de la victime, réussir l'enquête. Si pour réussir l'enquête, il a fallu à un moment donné ne pas trop accréditer l'hypothèse de l'homicide, pour mieux réussir l'enquête, je pense qu'on a bien fait. Sur la piste criminelle, les gendarmes sont convaincus qu'ils ont encore beaucoup à apprendre du chalet. Alors une semaine après la disparition, 7 spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de Rosny-sous-Bois sont envoyés sur place. À eux, maintenant, de faire parler le chalet. Et de dire notamment si un massacre a eu lieu ici. Dans les différentes pièces, plongées dans la pénombre, on projette sur les murs et sur les meubles un produit luminescent, le Blue Star, mis au point par les experts de la gendarmerie. S'il y a du sang, même lavé soigneusement, le produit fait apparaître les traces en bleu fluorescent. Et dans le chalet, il y en a partout. À un moment donné, lorsque nous étions dans la chambre de la petite Sarah, est apparu deux bandes verticales au sol. Sans se concerter, on a tous eu la même impression. On a visualisé en fait un enfant qui avait pu être traîné dans cet endroit-là. Les traces sont trop nombreuses pour provenir d'une simple blessure d'un membre de la famille.
Ce que révèle le Blue Star montre qu'il y a eu nettoyage, lessivage, qui a dû être long et mobiliser plusieurs personnes. Et encore. Ce nettoyage n'est pas parfait, puisqu'il reste des traces de sang intactes sur les meubles, sur des murs, sur du tissu. Les experts ont identifié dans le chalet 5 zones suspectes. Mon interlocuteur va me dire, mais attends, tu es en train de dire 5 zones de fait et on parle de 5 personnes disparues. Ah. L'un des experts, l'adjudant Philippe Esperanza, est un spécialiste de morpho-analyse. C'est une discipline nouvelle venue des États-Unis qui étudie les projections de sang et permet de se faire une idée du scénario du crime. Chez les flactifs, les résultats de la morpho-analyse font froid dans le dos. Ils montrent que le chalet a été le théâtre de scènes d'une violence rare. On va pouvoir déterminer qu'il s'est passé donc des actes violents et que ces actes violents ne résultent pas de l'emploi d'une arme à feu. La forme des traces et la distribution des traces sur les supports où on va les trouver correspondent beaucoup plus à une arme contendante au sens le plus large de ce terme, c'est-à-dire à un choc. Ça peut être l'emploi d'une batte de baseball, qui est l'arme contendante par excellence, mais ça peut être également dû à des coups de poing, à des coups de pied, en fin de compte à un choc. Le ou les assassins ont dû découper un pan entier de la moquette dans une chambre à l'étage. Sans doute parce qu'il est égorgé de sang. Dernier élément livré par les experts, on a analysé les éclats de dents retrouvés dans le plancher. Ce sont des morceaux de dents de lait. Après 3 jours d'inspection, les experts envoient près d'une centaine de prélèvements sanguins au laboratoire de Nantes, spécialisé dans les analyses génétiques. Ce déploiement de gendarmes dans le chalet du Grand Bornand ne passe pas inaperçu. Et une personne de loin observe tout ça à la jumelle. Les gendarmes se sont vite aperçus qu'on les observait de loin. Et si on allait poser 2 ou 3 questions à ce curieux? Il s'appelle David Otia. Tiens, n'est-ce pas cet ancien locataire d'un chalet appartenant à Xavier Flactif, celui-là même qui dénigre le promoteur dans les médias? Il nous explique simplement qu'il est résident dans le secteur, qu'il est intrigué par la venue des gendarmes, qu'il a évidemment entendu parler de la disparition des familles, et que c'est par goût ou par intérêt qu'il vient simplement, par curiosité, qu'il vient simplement regarder à la jumelle, en face, le travail des gendarmes. Le problème, c'est qu'en interrogeant David Otia, les gendarmes s'aperçoivent qu'il est peut-être le dernier à avoir vu Xavier Flactif et Graziella Ortolano. Il leur raconte que le 11 avril, vers 18h30, tous les deux seraient passés chez lui pour lui demander un service. Xavier Flactif aurait demandé à Otia de s'occuper d'accueillir des vacanciers à qui il avait loué un appartement dans un chalet pour une semaine. C'était un élément qui était troublant parce que Otia n'avait officiellement aucune accointance avec les Flactifs. Il ne travaillait pas pour eux, il n'était pas agent immobilier, il louait pas d'appartement, etc. Interrogés, les vacanciers en question confirment que c'est bien David Otia qui, ce soir du 11 avril, leur a donné les clés. Ils avaient trouvé ça bizarre, parce que les Flactifs leur avaient promis de les accueillir en personne. Ils ont d'ailleurs tenté de les appeler vers 19h45 au chalet. Je n'ai eu personne au
bout du fil. J'ai donc laissé un message sur le répondeur. Et puis, peut-être 1 heure après, nous avons vu arriver un homme plutôt jeune, une trentaine d'années, qui se trouve être David Otia, qui nous a indiqué qu'il était le nouveau propriétaire. Il n'a pas voulu faire d'état des lieux, ça nous a paru un peu bizarre. Et voilà que dans les jours qui suivent le 11 avril, David Otia, celui qui se présente comme le nouveau propriétaire du chalet, emménage dans l'appartement voisin. Il s'installe, toujours souriant, toujours sympathique. On discute un peu parce qu'on est originaire, lui et moi, de la même région, le nord de la France. Et il m'explique qu'il vient ici depuis qu'il est adolescent, qu'il aime beaucoup la région, qu'il voudrait s'y installer durablement. Enfin, conversation tout à fait normale. Parlons de David Otia, monsieur le procureur. Cet homme a l'air de beaucoup s'intéresser à l'enquête sur la disparition de ses voisins. Il est entendu une première fois par les gendarmes. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez de lui? On l'entend à ce moment-là parce que c'est une personne qui gravite autour de la famille et que les premières vérifications, c'est les personnes qui gravitent autour de la famille de la victime. Ce qui va attirer l'attention, c'est qu'il va tricher ou mentir sur différents points qui, a priori, n'apparaissent pas très importants. Sur son comportement, il y a un aspect qui est troublant, c'est qu'il vient observer les faits lorsqu'il y a les enquêteurs sur place. Et puis ensuite, il va s'exprimer à la télévision assez librement et de manière extrêmement sévère et profondément choquante sur la famille de la victime. Et ça, c'est assez curieux. On voit ce comportement dans certaines affaires criminelles. Le plus fréquemment, c'est les pyromanes. Il n'est pas rare que le pyromane allume l'incendie et ensuite soit là au moment de l'incendie pour participer à l'extinction des feux. Et c'est parfois le plus actif dans l'extinction des feux. Donc c'est un suspect, c'est même le suspect numéro 1 à ce moment-là? Suspect numéro 1, non, mais c'est un des suspects, c'est une des personnes qu'on garde sur nos fiches comme étant à creuser, à vérifier et avec des investigations plus grandes à effectuer. Je crois que 7 personnes sont placées sur écoute. Parmi les 7 personnes, il y a David Otia. Au début du mois de mai, les premiers résultats des expertises génétiques réalisées sur les prélèvements collectés dans le chalet arrivent sur le bureau du juge d'instruction. Le juge aurait voulu garder ces résultats secrets, mais voilà qu'ils sont publiés dans le journal Le Parisien. Alors on apprend effectivement qu'on a trouvé du sang des 5 membres de la famille Flactif dans tout le chalet, hein, ça c'est clair, l'ADN a parlé, c'est leur sang, il y a une certitude là-dessus. Les traces de sang retrouvées dans le chalet sont celles des Flactif. Mais les experts ont révélé une 6e empreinte génétique, peut-être celle de l'assassin. Et une fois de plus, c'est le journal Le Parisien qui, le 8 mai, révèle au grand public que cet ADN étranger est un ADN masculin. Et là, on se dit qu'effectivement, il y a peut-être un tueur qui a exterminé toute la famille, qui s'en est pris aux 5 membres de la famille Flactif et qui a laissé une trace derrière lui, une trace qui lui sera sans doute fatale. Cette trace, c'est l'empreinte génétique numéro 3. Une trace localisée ici par les points orange et retrouvée dans 22 endroits distincts du chalet. Le juge d'instruction Jérôme Lazare est furieux de retrouver cette information dans la presse. J'étais très contrarié parce que je ne souhaitais vraiment pas que cela se sache, car il est évident que la personne qui avait laissé cet ADN, si elle l'apprenait par la presse, aurait tendance à vouloir disparaître. Un rebondissement, un de plus dans le dossier des disparus du Grand Bornand. Le véhicule 4x4 de Xavier Flactif a donc été retrouvé en Suisse, près de l'aéroport de Pointe. Le 13 mai,
Les gendarmes mettent donc la main sur le fameux 4x4 rouge, celui qu'ils recherchent depuis maintenant un mois, abandonné aux abords de l'aéroport de Genève. Les portières sont verrouillées, il n'y a aucune trace d'effraction. À l'intérieur de la voiture, on décèle toutefois plusieurs petites taches suspectes sur la banquette arrière et dans le coffre. Les expertises diront qu'il s'agit de 4 ADN sanguins, ceux de Xavier et Graziella, et de leurs 2 filles, Sarah et Laetitia. Michel et Marie-Clotilde Flactif, quand les gendarmes retrouvent le 4x4 de votre fils, il est taché du sang de presque toute la famille. Il y a 4 traces génétiques de la famille Flactif dans ce 4x4. Est-ce qu'on vous le dit, ça? Tout de suite? Tout de suite, non, mais assez rapidement quand même, le lieutenant Dupin nous a donné une autre impression. Son langage était un peu différent et il nous a dit... On arrête la piste de la disparition, on s'oriente vers une piste criminelle. Mais je crois que on nous l'a dit, mais je crois qu'on n'était pas en état de comprendre, d'accepter. Ou de comprendre même ce que ça voulait dire, alors pourtant que c'était clair, quoi. C'était clair, ils avaient été assassinés, c'est ça qu'on vous dit, et ça, jusqu'à la dernière minute, on n'y a pas cru. La priorité pour l'enquête est maintenant de mettre un nom sur l'ADN numéro 3. Le juge d'instruction va décider, de façon assez large, de faire un prélèvement génétique avec leur consentement de toutes les personnes interrogées dans le dossier. Tout le monde l'a fait sans difficulté, sauf un, David Otia, qui lui aussi a été convoqué à l'instar de centaines d'autres personnes. Et quand il a reçu sa convocation, il a appelé un de mes collègues enquêteurs pour lui expliquer son refus. Et ça attire un peu plus l'attention sur celui qui vient d'emménager avec sa famille dans un chalet qui appartient à Xavier et Graziella. Finalement, après une longue discussion avec les gendarmes, David Otia consent à ce qu'on lui prélève son ADN. Mais décidément, son comportement n'est pas clair et son insistance à dénigrer Xavier Flactif dans les médias ne fait que renforcer les soupçons contre lui. Depuis que la piste criminelle a éclaté au grand jour, au Grand Bornand, les voix qui médisaient sur la famille Flactif se sont tues. Les seuls qui continuent de dénigrer les Flactif auprès des journalistes, c'est David Otia et sa compagne Alexandra. David, c'est celui qui observait les gendarmes à la Jumelle. C'est lui qui prétendait avoir racheté l'un de leurs chalets et qui s'y était installé au lendemain de leur disparition. L'enquête semble indiquer que les Flactif ont été assassinés tous les 5, mais ça n'empêche pas David Otia et sa femme de les salir dans une interview diffusée par le magazine de TF1, 7 à 8. C'est incroyable qu'il puisse y avoir des gens comme ça, qui fassent du mal aux autres, parce que lui, il s'en mettait plein les poches. Je veux dire que le chalet où est-ce qu'il habite là-bas, c'est quelque chose. Il y a 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre 3 bus dedans, tellement c'est immense. Alexandra Lefebvre, la compagne de David Otia, a travaillé brièvement comme femme de ménage chez les Flactif. Et depuis, elle déteste le promoteur. Je suis pas restée longtemps, je suis restée une semaine. Parce que c'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. On en entend des vertes et des pas mûres. On dit qu'il y aurait la mafia aussi qui lui serait tombée dessus parce qu'elle, c'est une Italienne. Donc peut-être il y aurait eu quelque chose avec la mafia. Après on dit qu'il y a eu des passes de drogue, donc que ça a tourné mal, qu'il a dû partir. Après on a dit que son père avait 20 boîtes de nuit en Belgique, donc que c'est lui qui lui aurait donné de l'argent pour qu'il puisse se barrer. Tout ça aurait été maquillé en crime pour faire croire que... Et puis on entend des trucs, vous pouvez pas savoir. C'est dingue. Quand j'ai vu dans la télé, j'ai dit qui c'est cette femme-là déjà. Graziella, il ne m'en a jamais parlé. J'ai demandé à Mario, il me dit non, je ne la connais pas.
Mon mari y allait régulièrement, quand même, à mon Grand Bornand, il nous aurait parlé. Hein. Et quand je l'ai entendu parler, de dire Graziella, c'est une Italienne, c'est de la mafia, j'ai dit pour qui se prend cette femme-là. Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, même les agences immobilières, hein, l'agent immobilier d'ici m'a dit il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là, hein, à cette heure-ci. Je sais pas si vous imaginez la surface du chalet déjà. David Otia, lui aussi, est très bavard quand il accompagne le journaliste de TF1 devant le chalet des Flactifs. Il y a deux choses qui effectivement ressortent, c'est sa connaissance parfaite des lieux et en fait du patrimoine de véhicules de Xavier Flactif, et on sent quand même une pointe d'envie manifeste qui rejaillit à travers ses propos. Toute la longueur là, c'est toute la salle séjour là. C'est-à-dire, je sais plus comment c'est fait, frigo américain, grande gazinière, grande table, une table au moins de 20 personnes, de Louis, je sais pas quoi. Là-bas, c'est des fauteuils en cuir, je sais pas combien. Grand télé, grand écran. Bon, après, ça doit être l'escalier. En haut, c'est les chambres. Bon, j'ai jamais trop été traîné dans les chambres. Non. Mais il me semble que là, dans le coin, c'est son bureau, normalement. Là. David Otia en est sûr. Xavier Flactif s'est enfui avec sa famille. À moins que quelqu'un ait voulu régler ses comptes avec le promoteur. D'ailleurs, si ça avait été lui... Ah, moi, je sais pas, mais bon, je sais que ça m'arriverait. Je le prendrais mal, moi. Moi, je rentre là-dedans et je claque contre un mur, ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Je me laisserai pas faire. Enfin, je suis jamais trop baisé la gueule, quoi. Il n'y a pas eu l'occasion, quoi. Mais bon, moi, je m'aurais pas... Monsieur et Madame Flactif, vous avez vu ce reportage à la télé, dans l'émission 7 à 8, dans lequel les époux Otia parlent de votre fils. Vous l'avez vu, cette émission? En direct? Oui. Là, on a eu l'impression, c'est pas tellement Otia qui nous a retenu notre attention, c'était Alexandra Lefebvre. Hein, franchement, on sentait qui dirigeait les affaires. La haine de cette femme. En plus, avec de la haine. Et on a bien vu qui était la meneuse. Comment vous recevez ça? Ces accusations, cette haine? Ah, ça nous a fait très mal et on ne comprenait pas. On ne comprenait pas? On ne comprenait pas. Vous en aviez entendu parler de ces gens-là, les Otia? Graziella nous a dit, quand elle était arrivée dans la région, ils cherchaient du personnel pour entretenir les chalets, puis même chez elle. Et il a dit, on a du mal à trouver. Et elle a dit, j'ai trouvé une personne, on l'a gardée une semaine parce qu'elle fouillait partout. Alors c'est sûr que pendant l'émission, elle critiquait, mais Xavier, c'était pas le genre à s'occuper des gens de la maison, elle le traitait de tous les noms, que c'était un ci, c'était un là. Je sais pas qu'il n'a jamais dit de gros mots et qu'il râlait au téléphone, non. Mais j'ai dit, je n'ai jamais vu Xavier se mêler du fonctionnement quotidien. Voilà. On dit dans le reportage, vous avez 20 boîtes de nuit en Belgique. C'est vrai ou pas, tiens, au passage? Ai-je une tête de quelqu'un, d'un tenancier qui tient des boîtes de nuit? Mes filles, elles ont dit, ben, papa, tu nous as jamais emmenés dans une de tes boîtes de nuit. Non, mais... Ils sont dans le délire total. Un délire total. À aucun moment, vous vous dites, ces gens-là sont peut-être les auteurs de l'enlèvement, voire de l'assassinat de nos fils. C'est pas pensable. Non. Alors, monsieur le procureur, depuis le début de cette affaire, on pense que la clé de cette affaire est dans cette fameuse ADN numéro 3, relevée sur la scène de crime. Quelles sont les conclusions des experts généticiens concernant cet ADN numéro 3? Alors, c'est le 15 juillet, je me rappelle bien, que le laboratoire avise le juge d'instruction en disant l'ADN numéro 3 correspond à celui de David Otia. Et l'ADN numéro 3, on le trouve mélangé dans de multiples traces de sang. Donc là, c'est un tournant dans le dossier, parce que là, on n'a pas une certitude, mais on se dit que David Otia y est pour quelque chose. Bon, vous avez assez d'éléments pour interpeller David Otia, ou faire interpeller David Otia? Alors, on pourrait dire, là, il y a une question de stratégie d'enquête.
Le 15 juillet, on sait que David Otia a participé. Donc là, il y a une double réflexion, c'est de dire, est-ce qu'on interpelle le 16 juillet David Otia et puis on tente le coup avec une garde à vue, soit on conforte l'enquête et on essaye de faire l'environnement le plus complet pour essayer de comprendre les mobiles et aussi et surtout de comprendre les personnes qui ont pu soit l'aider, soit qui savaient qu'il allait commettre ces faits et qui ne l'ont pas empêché. C'est le deuxième choix qui sera effectué. Parce que vous ne pensez pas qu'il ait pu commettre ça tout seul? Au départ, on pense assez volontiers qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu commettre ces faits. Parce que vous avez 5 victimes, qu'il faut quand même les transporter manifestement. À ce moment-là, on ne sait pas où sont les corps. Donc on peut penser, on n'est pas certain qu'il y ait 1, 2 ou plusieurs personnes qui ont pu commettre des faits aussi effroyables. David Otia est plus que jamais le suspect numéro 1. Les gendarmes s'intéressent donc à lui, un enfant du Nord-Pas-de-Calais a priori sans histoire, passionné de nature et sportif. Pendant son service militaire, il a servi 6 mois comme casque bleu dans l'ex-Yougoslavie. Puis après quelques années passées dans le Pas-de-Calais, il a décidé de s'installer en Haute-Savoie avec sa compagne et leurs 2 jeunes enfants. David Otia, c'est quelqu'un qui, je dirais pas qu'il a 2 personnalités, mais il a 2 façons de fonctionner sur ce qu'on va apprendre les premières semaines. C'est un travailleur courageux, quoi. Un type qui est assidu au travail, il est dépanneur dans une entreprise locale, il compte pas ses heures. Et parallèlement, la face cachée de l'individu, c'est qu'on s'aperçoit effectivement que le couple Otia fréquente un autre couple qui sont originaires de la même région, la famille Aremza. David Otia, Alexandra Lefebvre, Stéphane Aremza, Isabelle Aremza. Tous les 4 originaires du nord de la France. 2 couples très amis. C'est David qui a poussé Stéphane, mécanicien lui aussi, à venir le rejoindre en Haute-Savoie. Ils ont la même passion des voitures, mais leur complicité va bien au-delà. David Otia et Stéphane Aremza partent souvent la nuit, commettent quelques délits, des vols de voitures, des cambriolages, siphonner de l'essence dans le réservoir, etc. C'est une pratique assez régulière. Et ça, les gendarmes l'ont appris par des écoutes téléphoniques réalisées l'été qui a suivi la disparition, écoutes qui leur ont permis d'entendre des conversations plus que troublantes. Alors parmi ces conversations intéressantes, la première, il s'agit en fait d'une dispute qui éclate entre le couple Otia, où Alexandra Lefebvre menace David Otia d'aller tout dire aux flics. Alexandra Lefebvre serait-elle au courant de certaines choses? Pendant l'été, lors d'une autre conversation, elle dit à David qu'elle n'est pas bien depuis ce qui s'est passé au mois d'avril. On va observer, notamment au travers des écoutes téléphoniques, que le couple Alexandra Lefebvre-David Otia part un petit peu à volo. Alexandra, qui ne sortait pas, qui s'occupait de ses propres enfants, commence à sortir. David Otia est un type qui manifestement est très jaloux. On en veut pour preuve une fois d'une conversation dans laquelle sa colère éclate parce que sa femme ne veut pas lui dire où elle se trouve à l'instant présent où il se parle, et on sent un type, j'allais dire une cocotte minute, quoi. Et ce jour-là, il explose et il est hystérique au téléphone, et sa femme ne se départ pas de son calme. Et on sent une relation, comment dirais-je, une relation pas d'égal à égal. Sa femme a un certain ascendant quand même sur lui. Dans une autre conversation téléphonique, Alexandra Lefebvre conseille à David de faire attention à Isabelle Aremza. Faut pas être trop dur avec elle, tu sais. C'est une garce. Et avec ce qui s'est passé au mois d'avril, vaudrait mieux se méfier, David. Parce que nous, notre vie, elle peut être foutue en l'air. D'un seul coup. Les écoutes ont fini de convaincre les gendarmes que David Otia a tué la famille Flactif. Et que peut-être Alexandra Lefebvre, sa femme, et le couple Aremza sont complices. Les Aremza qui semblent au courant
de ce qui s'est passé au mois d'avril, disent les écoutes. Alors au début du mois de septembre, 5 mois après la disparition de la famille Flactif, les gendarmes interpellent tout le monde. 16 septembre 2003. Près de 80 gendarmes sont mobilisés pour l'arrestation des assassins présumés de la famille Flactif. À 7 h du matin, c'est d'abord David Otia qui est interpellé, à proximité du garage d'Annecy, où il travaille. On a en l'occurrence mis au point une interpellation que je qualifierais de virile. Il est très surpris manifestement par son interpellation. Surpris aussi Stéphane Aremza, quand il est embarqué lui aussi sur son lieu de travail. Les compagnes des deux hommes sont arrêtées chacune chez elles, Isabelle Aremza et Alexandra Lefebvre. On fouille immédiatement les chalets des deux couples. On ne trouve rien chez les Aremza. Mais chez Alexandra Lefebvre et David Otia, les gendarmes découvrent non seulement 156 DVD appartenant aux Flactif, des skis des enfants Flactif dans le garage et 2 téléphones portables dérobés dans leur chalet. À la compagnie d'Annecy, c'est l'adjudant-chef Mossiman qui va diriger l'interrogatoire de David Otia. C'est donc dans ce bureau que nous avons procédé à l'interrogatoire de David Otia. Bon, pour ma part, j'étais assis là, il était lui assis sur cette chaise-là. Un de mes collègues dactylographiait les questions et les réponses et un autre collègue participait avec moi à l'interrogatoire de M. Otia. Je vais donc lui expliquer quels sont les soupçons qu'on nourrit à son égard et au bout de quelques minutes, moins de 30 minutes, il se met à pleurer. Et il nous dit qu'il veut soulager sa conscience et puis qu'il a assassiné les 5 membres de la famille Flactif, quoi. David Otia va maintenant donner ce qui sera sa première version des faits. Il dit qu'il a agi seul et il raconte. Il a connu Xavier Flactif quand il est arrivé au Grand Bornand. Le promoteur lui aurait promis de lui louer un chalet qu'il n'a jamais vu venir. En attendant, Xavier Flactif l'aurait baladé de studio en studio pendant plusieurs mois. Et ça, il ne le supportait plus. Il se sentait humilié. Le 11 avril, en fin d'après-midi, il aurait décidé d'aller régler ce problème de logement une bonne fois pour toutes. Il se serait alors muni d'un pistolet et serait arrivé chez les Flactif vers 17h30. Seuls les enfants étaient là. Laetitia aurait téléphoné à sa mère, qui serait arrivée une vingtaine de minutes plus tard. À l'arrivée de Xavier, le ton serait monté très rapidement. Les deux hommes se seraient empoignés. Dans la bagarre, un cadre se serait brisé et Otia se serait blessé à la main. C'est là qu'il aurait perdu le contrôle. David, qui au préalable s'était muni d'un petit pistolet qu'il avait subtilisé au grand-père de son épouse, sort ce fameux pistolet, le pointe sur Xavier et il déclare qu'un coup part accidentellement qui touche Xavier Flactif à la tête. Donc Xavier s'écroule. Xavier Flactif est mort. Otia, affolé, aurait voulu se débarrasser de tous les témoins. Il aurait d'abord tiré sur Grégory, puis sur Sarah, avant de tuer leur mère Graziella, toujours avec son pistolet, un 6,35 automatique. Prise de panique, Laetitia serait montée à l'étage, Otia l'aurait poursuivi avant de lui tirer une balle en pleine tête. Son récit est mécanique. Il n'est pas hésitant. On a l'impression qu'il parle de choses presque banales. C'est pas un interrogatoire qui sort de l'ordinaire, malgré l'énormité du crime commis. Otia explique qu'il a enveloppé les corps dans des couettes, puis les a chargés dans le 4x4 de Xavier Flactif. Pendant la nuit, il s'est ensuite rendu dans la forêt du Roi du Mont, à 20 km du Grand Bornand, où il a brûlé les cadavres. David Otia est d'accord pour emmener les gendarmes sur les lieux de la crémation.
il a décrit assez superficiellement la scène telle qu'il évoque, à savoir, il a empilé les corps sur une route forestière, sur un chemin forestier, et il a procédé à leur crémation avec du carburant, de l'essence, du gasoil et des vêtements qu'il a empilés par-dessus. Sur place, un sentier caillouteux, loin de toute habitation. Mais 5 mois après les faits, il n'y a plus de traces visibles, en tout cas. Les experts se mettent tout de suite au travail. Nous allons découvrir des fragments humains calcinés qui vont corroborer immédiatement les dires de David Otiat. Et nous allons retrouver également des lambeaux de vêtements en partie calcinés, des bûches en partie calcinées, et également retrouver donc un bouchon d'essence qui peut prouver que de l'essence, du carburant a été amené sur le site. Donc David Otiat dit vrai. Les gendarmes retrouvent d'ailleurs une douille de 6,35, similaire à celle découverte dans le chalet. Et quelques rares objets personnels, comme cette branche de lunettes appartenant à la petite Sarah. Voilà tout ce qui reste de la famille. Ce dont je me souviens, la pensée très forte, mais qu'est-ce qu'on va offrir, retourner aux familles de ces victimes? J'ai dans l'idée 5 sachets de cendres. C'est tout ce qu'on peut extraire de ce lambeau de terre. Et je pense en même temps à la photo radieuse de toute la famille qu'on a vue dans la presse, des mois auparavant. Sarah, Laetitia, Grégory et les parents en tenue de ski, heureux de vivre tout simplement. Et là, rien. Rien. Déféré devant le juge d'instruction, David Otiat réitère ses aveux. Froid et détaché, et n'éprouvant aucun regret. Je ne l'ai jamais entendu dire ou exprimer le moindre regret dans cette histoire. Otiat répète qu'il était seul et que pour lui c'est presque un accident. En tout cas, il n'a rien prémédité. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, le couple Aremza et Alexandra Lefebvre parlent aussi beaucoup aux gendarmes, puis aux juges. Et ils accusent David Otiat d'avoir organisé la tuerie de longue date. Ils affirment que tout a commencé en janvier 2003, 4 mois avant le massacre. Il y a un sujet qui est évoqué à la télévision, c'est l'affaire Stranieri, qui dépeint un petit peu l'assassinat d'un couple de restaurateurs dont l'auteur des faits prend leur place à la tête de l'établissement. Et c'est Alexandra Lefebvre qui, la première, va évoquer le sujet. Elle va dire que David a eu l'idée de faire la même chose à l'encontre des Flactifs lorsqu'il a visionné ce reportage. Et ce que convoitait David Otiat, ce n'est pas un restaurant, mais un chalet appartenant aux Flactifs, divisé en 2 appartements. Aujourd'hui, devant les gendarmes, tous se renvoient la balle. Mais il y a quelques mois, les 2 couples adhéraient visiblement à cette idée de fou. D'ailleurs, Stéphane Aremza affirme au juge qu'Alexandra Lefebvre aurait dit « Comme ça, c'est bien, on aura le chalet pour nous au complet. » Et là, on découvre ce projet fou, cette idée folle de s'emparer d'un chalet en éliminant toute la famille Flactif, qui a été conçu d'un commun accord par ce quatuor. Ils se sont fait un film à un moment et je crois qu'ils ont fini par croire à ce qui se racontait entre eux dans le petit cercle fermé des 4 où ils avaient à ressasser leur ressentiment de changer de travail, de changer de logement, d'être dans l'insécurité précaire. Et donc ils se sentaient frustrés, floués, blessés et ils ont eu ce ressentiment. Au fil du temps, les Aremza auraient renoncé à ce projet de fou. Mais pas David Otiat, pour qui c'était devenu une véritable obsession. Comme si, après l'avoir baladé de maison en appartement, Xavier Flactif
lui devait ce logement. Cette obligation de logement est venue se rajouter et est venue conforter cette jalousie excessive, obsessionnelle, je dirais pas maladive, mais en tous les cas effrayante, qu'il a développée vis-à-vis de cet homme et ensuite vis-à-vis de sa famille. La cupidité et la jalousie seraient donc les ressorts du massacre du Grand Bornand. David Otia se serait consumé dans sa haine jusqu'à en perdre la raison. Comme il l'écrit à son père quelques jours après son arrestation, un coup de folie qui a duré depuis des mois et des mois dans ma tête, du flactif tous les jours. Alors Dominique, les gendarmes arrivent-ils à y voir plus clair? Qui a fait quoi exactement? Tout le monde parle beaucoup aux gendarmes. Ça, ce sont les PV d'audition d'Alexandra Lefebvre, la compagne de David Otia, de Stéphane Aremza et de sa femme Isabelle Aremza. C'est quand même épais, c'est du lourd. Alors, tous les trois disent ne pas avoir participé au massacre. Tous les trois ont des alibis et les alibis vont être vérifiés par les gendarmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? À tous les trois, on peut leur reprocher de n'avoir rien fait pour dissuader ou empêcher David Otia de passer à l'acte, alors qu'ils étaient au courant. Stéphane Aremza va le dire aux gendarmes. Il leur dit que 2 jours avant le drame, Otia et lui sont partis pour tuer toute la famille. Ils étaient munis de cordelettes, et ces cordelettes, elles devaient servir à étrangler les enfants. Mais au dernier moment, Aremza n'a pas pu, il s'est dégonflé et le projet a échoué. Alors, pour lui, spécifiquement pour Stéphane Aremza, il avoue avoir mis le feu avec David Otia 1 an auparavant au fameux chalet en construction des Flactifs. Ça, on peut lui reprocher. Ensuite, il avoue avoir participé au cambriolage du chalet des Flactifs après les meurtres, au cours duquel ont été volés DVD, CD et 2 ordinateurs. Là encore, même si ça donne la nausée qu'il ait pu revenir comme ça, voler dans une maison où avait été assassinée une famille entière, ça ne fait pas de lui un complice dans une affaire de meurtre aussi grave. Alexandra Lefebvre, elle avoue avoir, dans la nuit du meurtre, aidé son mari à déposer le 4x4 des Flactifs au Petit Bornand. Là encore, ça ne fait pas d'elle une complice dans l'affaire du quintuple meurtre. Quant à Isabelle Aremza, c'est elle qui a le moins de poids dans cette affaire, même si elle fait aux gendarmes cette déclaration lourde de sens. Écoutez bien ça. Elle leur dit « Nous savions tous que les corps seraient brûlés avec le gasoil que les hommes avaient volé, siphonnés dans des camions. En effet, une fois les corps brûlés, il n'y a plus de traces, plus d'indices, plus de preuves, plus rien. Et ça, Christophe, c'est importantissime. Ça prouve la complicité de Stéphane Aremza. Pas dans les meurtres, comme je viens de vous l'expliquer. Mais dans la préméditation. Mais dans la préméditation. David Otia est mis en examen pour assassinat. Stéphane Aremza est lui aussi mis en examen pour complicité d'assassinat. Quant à Isabelle Aremza, son épouse, et Alexandra Lefebvre, elles sont poursuivies pour non-dénonciation d'un crime et obstacle à la manifestation de la vérité. Tous les 4 sont écroués. Le frère de David Otia est lui aussi mis en examen pour dissimulation de preuves. Il s'était débarrassé de l'arme du crime. David Otia, sans rien lui dire, la lui avait expédiée par la poste. Et dès le début de l'affaire, il avait jugé bon de la faire disparaître. L'instruction doit maintenant faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé dans le chalet en fin d'après-midi, le 11 avril. Parce que les aveux de David Otia ne correspondent pas aux résultats de l'enquête. Il raconte ça de façon très épurée, si vous voulez. Et ça ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout, à ce que les experts ont dit. Non, il ne peut pas, dans quelques minutes, d'un seul coup, éliminer les témoins de façon propre. C'est impensable. Les projections de sang constatées dans le chalet montrent que l'assassin ne s'est pas servi que d'une arme à feu. Ces projections de sang et les éclats de dents démontrent que les enfants ont été massacrés. Et puis David Otia ment sur la chronologie des faits. D'ailleurs, Alexandra Lefebvre et Stéphane Aremza l'ont dit aux gendarmes et aux juges. Quand Otia leur a avoué le crime,
il leur a dit qu'il avait commencé par les enfants en premier. Les relevés téléphoniques, conjugués aux expertises, permettent alors d'échafauder un terrible scénario. Vers 17h15, Sarah, Laetitia et leur petit frère Grégory rentrent en bus de l'école. Quand David Authia arrive, selon ses propres aveux, ils sont en train de goûter. Les coups de téléphone montrent une dernière communication de 2 minutes à 17h29 entre le chalet et le portable de la mère, Graziella. On a ce créneau entre 17h31 qui est la fin de la communication entre Graziella et l'un de ses enfants, et on a 17h43 qui est un appel en provenance des Pays-Bas, qui est un appel qui n'aboutit pas. On a donc 12 minutes dans lesquelles on peut raisonnablement penser que David Authia va assassiner de sang-froid les 3 enfants à l'intérieur du chalet. À 17h43, le téléphone du chalet ne répond plus. Ce qui laisse imaginer que les 3 enfants ont été réduits au silence avant le retour de leurs parents, qui sont rentrés après 18h. Graziella est rentrée la première. Puis Xavier Flactif, qui serait arrivé vers 18h30 et qui aurait été tué en dernier d'un coup de pistolet. Pourquoi il va jusqu'à massacrer les enfants et seulement après s'en prendre aux parents pour un chalet? On tombe dans le néant, on tombe dans un truc, on se dit mais c'est pas possible. C'est plus Xavier Flactif qui peut pas voir en peinture. C'est tout ce qu'il représente et la famille y est entière. Et finalement, l'idée de les éliminer pour s'emparer d'un chalet, au moment où il agit, c'est plus ça. C'est tout simplement éliminer pour éliminer, tuer pour tuer. Maître Brossolet, un mois après ses aveux, David Authia revient sur ses déclarations et c'est à ce moment-là qu'il vous prend comme avocat. Qu'est-ce qu'il dit maintenant sur les faits? Oui, je veux d'abord dissiper un malentendu. On a cru que David Authia avait décidé de revenir sur ses aveux après avoir désigné un nouvel avocat. C'est le contraire qui est vrai. Il indique au juge d'instruction ce que j'ai dit dans mes aveux n'est pas exact, j'ai des choses à vous dire et je vais changer d'avocat. Et donc je vais voir David Authia qui m'explique ce qu'il expliquera et ce qu'il maintiendra jusqu'au bout de son procès, qu'en réalité les choses ne se sont pas déroulées telles qu'il les a expliquées en garde à vue, mais que, étant dans le chalet, 2 hommes font irruption et ces 2 hommes l'assomment, pour synthétiser la chose. Il perd connaissance et quand il reprend connaissance, autour de lui, il y a 5 cadavres. Mais donc les aveux ont de quoi été extorqués? Enfin, c'est quand même lui. On n'a pas d'éléments qui semblent dire que ces aveux aient été extorqués. Ils ont été renouvelés par ailleurs. On lui dit que l'on est convaincu qu'il est dans le chalet le soir des faits et qu'il n'est pas pour rien dans la disparition de la famille Flactif. Et on lui fait comprendre que celle qui est sa compagne peut être inquiétée s'il ne dit pas tout. Et lui, c'est ce qu'il expliquera, va donc s'auto-accuser de ces 5 crimes en inventant une histoire, c'est-à-dire en n'inventant pas toute l'histoire, puisqu'il va effectivement amener les gendarmes sur le lieu de crémation au cours de cette garde à vue. Donc il va expliquer des choses qui se sont réellement déroulées, mais en cachant l'intervention de ces 2 personnes. Il en voulait à Flactif? L'impression qu'il a, c'est que Flactif le balade et l'utilise. Et donc, Flactif, à 1 ou 2 reprises, l'a pressé de libérer des logements qu'il occupait parce qu'il pouvait les louer mieux à des gens qui venaient au sport d'hiver. Une fois, la veille des Noël, il a été sommé de déguerpir et ça a été assez catastrophique pour lui. C'est un ressenti de David Authia que Xavier Flactif, eh bien, s'est moqué de lui et
a été un propriétaire plus qu'indélicat. C'est comme ça qu'il a ressenti les choses. David Otia est désormais muet. Le juge d'instruction décide d'organiser une confrontation entre les 4 protagonistes. Ça ne donne rien. Alexandra Lefebvre et Léa Remza continuent simplement d'accabler David Otia. Et 4 mois après leur arrestation, les 2 femmes sont libérées, toujours mises en examen, mais libres en attendant le procès. Dans cette affaire, monsieur et madame Flactif, les épouses sont poursuivies pour non-dénonciation de crime. Et alors, après 4 mois de détention préventive, elles sont libérées. À ce moment-là, ça vous choque, je suppose? Absolument. Rien ne se faisait sans qu'ils soient au courant. Ils étaient partie prenante depuis le départ, même de l'idée. Mais disons qu'on a su beaucoup de choses après. Peu de temps avant le procès, on a reçu le rapport qui allait être lu aux jurés. Et c'est là où moi, je me suis écroulée. C'est là que j'ai dit que de ne jamais vouloir parler, de ne jamais vouloir me montrer. Je dis, je n'ai pas joué mon rôle de maman, ni de grand-mère, ni de mamie. Parce que j'ai dit, si j'avais su ce qu'on avait fait subir à nos enfants, mais je crois que j'aurais été incapable d'ameuter la terre entière pour qu'au moins ce soit reconnu comme acte de barbarie. Parce que la qualification qui a été retenue à l'issue de l'instruction, et qui est la qualification du renvoi de ces 4 personnes devant la cour d'assises, est une qualification d'assassinat. On aurait pu effectivement y adjoindre les actes de barbarie. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie qu'on aille jusqu'à dire il y a eu sur les corps de nos enfants des actes de barbarie? Chacun des 3 enfants a été massacré avec un objet contendant, pas à une seule fois. Donc les enfants ont entendu chacun leur tour. Vous savez bien que c'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc ça c'est, il y a dû avoir une scène atroce. Grégory a tellement été tabassé qu'il y avait ses molaires qui lui ont sorti de la bouche. Les experts, ils ont arrivé à démontrer tout ça. Alors, moi, je me dis, mais de toute façon, quand on demande qu'est-ce que ça veut dire barbarie, tout le monde navigue. On n'a pas de réponse nette. Et moi, je crois que quand on en tue un, bon, c'est peut-être pas de la barbarie, mais quand on en tue 5, ça finit par être de la barbarie. Hein. Et 3 enfants de moins de 10 ans. Hein. 28 octobre 2004. 1 an et demi après les faits, une reconstitution est enfin organisée au chalet. David Otia accepte d'y participer, mais il a dit au nouveau juge d'instruction que c'était pour prouver son innocence. Plus d'une centaine de gendarmes sont mobilisés pour cette journée qui doit débuter vers 10 h et s'achever aux alentours de minuit. David Otia est casqué et sanglé dans un gilet pare-balles. Stéphane Remza est également présent. Le juge ordonne d'abord la reconstitution des faits tels qu'Otia les a avoués devant les gendarmes et le juge après son arrestation. J'ai créé une vingtaine de scènes. Scène numéro 1, arrivée de Monsieur Otia au chalet. Scène numéro 2, Laetitia téléphone à ses parents, et ainsi de suite. Monsieur Otia accepte de participer aux 5 premières scènes, et j'avais l'impression qu'il allait continuer à y participer. Mais la scène où il tire un coup de feu sur Monsieur Flactif, ça, bon, il va dire non, j'arrête tout, j'arrête tout. À un moment donné, on a réellement senti qu'il avait besoin de se livrer et qu'il allait parler. Et de façon très adroite, ses conseils, voyant le danger, ont créé, entre guillemets, un incident. Ils ont bien vu la vulnérabilité d'Otia à ce moment-là. Il était au milieu du gué et ils ont demandé au juge d'arrêter la reconstitution. Ça, c'est choquant. C'est très choquant pour nous.
Ça ne l'est pas judiciairement, malheureusement. C'est une stratégie de défense. Le juge demande à des gendarmes de prendre la place d'Otia pour terminer la reconstitution. L'exercice démontre qu'un homme seul a pu tuer et transporter les corps dans la voiture. Maître Brossolet, les personnes qui sont présentes à la reconstitution disent que pendant la reconstitution, dans le chalet, David Otia est sur le point de craquer et que vous, son avocat, vous l'avez interrompu. Non, c'est inexact. Pendant la reconstitution, on prend à partie David Otia en dehors des formes procéduralement admissibles. C'est-à-dire, il y a une reconstitution, il refuse d'y participer parce qu'il dit « je n'ai pas commis les faits que l'on me reproche, donc c'est artificiel, ça consistera à faire croire que j'y ai participé de refaire les gestes qu'on dit que qu'on me reproche d'avoir commis ». Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on lui pose des questions directement. En dehors d'un interrogatoire. Je dis aux gens non. C'est pour ça que le juge d'instruction va dire, dans ces cas-là, je procède à un interrogatoire de David Otia et cet interrogatoire se déroulera de la manière normale. Et David Otia pourra dire tout ce qu'il a à dire. Toujours dans cette quête d'éventuelle complicité, on s'est interrogé durant la reconstitution sur la capacité de David Otia de transporter les 5 corps, et notamment celui de Xavier Flactif, qui est un homme lourd, de placer le corps dans le 4x4. La reconstitution a démontré que c'était possible. Alors ça, c'est un point de désaccord très profond entre la défense et l'accusation et bien entendu les parties civiles. Vous avez d'abord 2 gendarmes qui vont jouer le rôle de David Otia, qui sont de véritables Popeye. Et on leur demande tour à tour, on leur demande de faire ça et rapidement, puisqu'il fallait. David Otia, si c'était lui, ne pouvait pas rester une demi-heure sur la terrasse au vu au sud tous à traîner des cadavres. Bon. Et on leur donne des mannequins rigides. Et le vrai problème, c'est pas de tirer les corps, c'est évidemment de les charger dans le haillon arrière du 4x4 qui est haut. Et le problème, c'est pour Flactif, comme vous l'avez dit. Et le mannequin rigide, comment ça se passe? Vous le soulevez, vous le posez sur le bord du 4x4, et là, avec un effet de levier, vous arrivez effectivement, mais difficilement, à charger ce mannequin de 95 kg. Mais vous y arrivez parce que le mannequin est rigide. Si le corps est souple, ce qui était le cas, vous ne pouvez pas. Donc la démonstration n'est pas convaincante. C'est maintenant à David Otia d'exposer enfin sa nouvelle version des faits, dont le juge ordonne la reconstitution immédiate. Otia explique que le 11 avril, il a vu 2 hommes arriver au chalet. 2 personnes qui ont tué Xavier Flactif devant ses yeux, avant de s'en prendre à lui. Il y a un individu qui assomme Otia et qui prend dans sa poche, dans la poche d'Otia, le revolver que Otia détenait. Qui peut croire une ânerie pareille? Otia dit qu'ensuite il a repris connaissance et que lui saignait abondamment. Je vais lui dire, monsieur Otia, mais couchez-vous, mettez-vous à l'endroit où vous êtes fait assommer. Donc monsieur Otia va s'allonger par terre. Et on va se rendre compte très rapidement qu'à l'endroit où il se couche, il est assommé, il saigne de la main et il saigne de la tête, eh bien on n'a pas retrouvé son ADN. Alors que dans le chalet, on a retrouvé son ADN à 22 endroits. Puis Otia raconte que les 2 hommes, et il précise au passage que l'un d'entre eux était cagoulé, le forcent ensuite à participer à la crémation des corps. Il y a vraiment une histoire, une espèce de scénario auquel on ne peut pas croire. Et personne n'y croit, pas même lui-même. Maître Brossolet, on a du mal à la croire, hein, cette version des hommes cagoulés qui auraient assommé Otia. Vous y croyez, vous, à ce moment-là? Bon, moi, je défends David Otia, je n'ai pas à croire ou à ne pas croire. Et je peux vous dire que personne n'y a cru à la cour d'assises d'Annecy. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. C'est que vous avez 4 personnes qui sont placées en garde à vue. David Otia, sa compagne, et Léa Remza. Et dans le procès verbal de synthèse de l'enquête, le gendarme qui mène l'enquête explique ceci. Après la garde à vue, nous avons des aveux.
de David Otia, plus ou moins corroborée par les autres qui ne sont pas témoins, qui n'étaient pas là, mais qui disent c'est peu ou prou ce que nous a raconté David Otia. Et les gendarmes disent quoi? Nous ne pensons pas que, comme l'affirme David Otia, le ménage a pu être l'œuvre d'un homme seul, ayant pour s'aider, puisqu'il avait éteint toute la lumière dans le chalet, une lampe de poche. C'est pas possible. Il y a nécessairement plusieurs personnes qui ont procédé à ce ménage. De même pour le transport des corps ou la crémation. Ils ne pensent pas que ça puisse être le fait d'un homme seul. Le problème de cette version avec les deux hommes cagoulés, c'est qu'il en trace les grandes lignes, il donne peu de détails. C'est vrai. C'est léger, quoi. Il a expliqué une chose qu'il faut prendre telle qu'elle, c'est qu'il ne peut pas en dire plus parce qu'il est menacé par ces hommes-là qui savent qui il est, par définition, qui pourraient s'en prendre à sa famille. La journée s'achève par la reconstitution de la crémation des corps dans la forêt. Des tests grandeur nature avaient déjà été réalisés quelques mois auparavant sur des cadavres de porcs dont la peau se rapproche le plus de celle des humains. Et ces tests invalident la version d'Otia. Concrètement, pour brûler les 5 cadavres des flactifs, il aurait fallu un bûcher alimenté toute une nuit par beaucoup de bois. D'après les experts qui avaient été nommés, un véritable bûcher aurait été constitué, 800 kilos de bois. Et là, M. Otia explique que c'était seulement du carburant avec les fauteuils, les couettes, bon. Donc là, il y a un problème, mais ça, la reconstitution ne peut pas apporter d'éclairage là-dessus. Les experts ont testé la version de David Otia. Conclusion, si ça s'était passé comme il l'a décrit, le feu se serait éteint au bout d'1 heure. Et les corps n'auraient brûlé que superficiellement. Alors Otia avait-il préparé un stock de bois d'au moins 800 kilos? On n'a pas la réponse dont on pourrait dire, voilà, ça s'est passé comme ça au Bois du Mont. Mais on a quand même une approche. Je reste persuadé que c'est là que l'incinération a eu lieu, peut-être répétée. Et ce qui est important, c'est que de toute façon, des 165 prélèvements, je crois que le chiffre est exact, qui ont été faits sur ce petit lambeau de terre, on a pu, grâce aux analyses, déterminer que l'ADN des 5 membres de la famille. Donc là, il y a une grande part de vérité. L'instruction est bouclée. Le procès devant les assises d'Annecy peut donc s'ouvrir un peu plus de 3 ans après le massacre, le 12 juin 2006. Et comme le palais de justice d'Annecy est en travaux, une salle des fêtes est transformée en tribunal. L'ambiance est électrique. Le premier souvenir, je crois que c'était l'arrivée des parties civiles avec les t-shirts. Ils portaient des t-shirts avec la photo des enfants et c'est vrai que du coup, ça a donné tout de suite un sentiment d'énorme pression. Les familles de victimes ont énormément de mal à garder leur calme face au box. Je me souviens, moi, de la déposition du père de Xavier Flactif, qui est d'une telle violence et tellement chargé de haine que le président, à plusieurs reprises, doit l'interrompre pour lui dire qu'il ne peut pas, par exemple, mettre en cause les avocats de la défense qui font leur travail. Mario, maintenant âgé de 17 ans, est là aussi. Il se décrit comme un survivant. Moi, je voulais à ce procès en ayant une attitude de quelqu'un de fort pour non seulement dire aux 4 voilà, vous n'avez pas eu tout le monde et je suis encore là, et pour aussi représenter ma famille, pour essayer de soutenir ma grand-mère parce que je sais que ça aurait été dur. 3 personnes sont dans le box. David Otia, Stéphane Aremza et Alexandra Lefebvre, qui a été incarcérée quelques semaines avant le procès. Isabelle Aremza comparaît libre.
La peine encourue par les deux femmes est montée d'un cran à la clôture de l'instruction. Elles sont désormais mises en examen pour association de malfaiteurs et risquent 10 ans de prison. Mais celui qui attire tous les regards, c'est bien évidemment David Otia. On a Otia tel qu'on l'a vu tout au long de l'instruction. C'est-à-dire qu'on a l'homme qui est dans le déni. On a aussi un homme qui, tout au long des audiences, a le dos voûté, la plupart du temps à la tête baissée. On a un homme qui est habité quand même cette fois par sa lâcheté. On commence par l'examen de la personnalité de David Otia. Les experts psychiatres n'ont détecté aucun trouble psychique. Dans leurs conclusions, ils écrivent que son refus obstiné de reconnaître les faits doit le faire considérer comme dangereux. Mais comment expliquer le passage à l'acte? Comment expliquer le déchaînement de violence? Une fois que l'action est engagée, il y a une espèce de fuite en avant dans l'horreur. Il s'agit de finir pour éteindre et ne plus voir. Et j'ai rencontré ça déjà souvent chez les meurtriers de masse, entre guillemets, qui finissent les choses à la feuille de boucher ou n'importe quoi. Il y a une espèce de façon, une fois que c'est parti, il faut finir, c'est l'horreur. On ne peut pas rester le revolver à la main ou le couteau en l'air. Le cauchemar doit cesser et il cesse par la mort. Mais les psychiatres ne peuvent rien apprendre à la cour sur les raisons du crime. Les expertises vis-à-vis de David Otia sont des expertises circulées, il n'y a rien à voir. On n'a pas d'anormalité psychiatrique qui sont relevées. On n'a strictement rien. Aujourd'hui, il est vrai qu'on reste devant un dossier qui laisse beaucoup d'amertume. Parce qu'on ne comprend pas trop, on ne comprend pas comment il a pu aller jusque-là. Sur les faits, David Otia reste arc-bouté sur sa dernière version, celle des deux mystérieux personnages qui auraient tué toute la famille Flactif et l'auraient, sous la menace, obligé à porter le chapeau. Assailli de questions par les avocats des familles Flactif et Ortolano, Otia reste aussi vague qu'il l'a été durant la reconstitution. Dans tout ce que j'ai vu comme procès, c'est sans doute l'épisode le plus impressionnant que j'ai vu. C'est vraiment quelqu'un en lutte avec lui-même. C'est-à-dire que les personnes, on comprend très vite que les personnes, c'est pas une version, que c'est pas, il n'a jamais essayé de rendre crédible cette version. Les personnes, c'est évidemment lui qui raconte ce qui s'est passé, mais qui ne peut pas admettre ce qu'il a fait. Le président, à un moment donné, lui dit mais qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Et il dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, vous ne savez pas ce que j'ai vu. Et il dit, c'est pas que je veux pas vous en dire plus, c'est la personne qui est en moi qui ne peut pas vous en dire plus. Donc là, à ce moment-là, on a compris. Il ne peut pas se reconnaître dans ce qu'il a fait, il le trouve trop loin de son intention initiale. Et de là, il finit par dire, j'ai pas pu faire ça, et ça devient, je ne l'ai pas fait. Mais Otia n'accuse pas pour autant ses comparses, et surtout pas son ancienne compagne Alexandra Lefebvre, qui comparait enceinte de plusieurs mois d'un nouvel homme. En revanche, discrète jusqu'à l'effacement, Alexandra Lefebvre n'intervient que pour accabler David Otia. C'est lui qui est responsable de tout ce qui est arrivé. Au bout d'une semaine d'audience, le président décide de projeter à la cour le reportage dans lequel elle ruminait sa haine de Xavier Flactif. À la fin de l'émission, les lumières se rallument. L'effet est absolument désastreux. Alexandra Lefebvre va présenter ses excuses à ce moment-là au parti civil pour cette émission. Manifestement, ça ne suffira pas. On voyait une femme maîtresse d'elle-même, sûre d'elle-même, arrogante, injurieuse. Et dans le box, une petite femme, c'est mon mari qui m'a contraint à faire ça. Moi, j'avais peur de lui. Et puis de dire après, il s'est passé du temps, j'ai changé, j'ai réfléchi, je regrette tout ça. Mais regretter quoi, puisqu'elle ne reconnaissait rien.
Quant à Stéphane Aremza, l'ami de David Otia, il semble très marqué. On le voit même pleurer à plusieurs reprises. Alors même qu'il n'avait pas lui-même participé au meurtre, alors même qu'il n'avait pas lui-même participé à la crémation ou au déplacement des corps, il y a eu chez lui un vrai remords, un vrai regret. Vous savez, cette espèce de sentiment qui vous ronge parce que de près ou de loin, vous êtes concerné par une affaire tellement abominable qu'elle ne peut pas vous laisser froid. Stéphane Aremza s'adresse aux familles des victimes pour leur dire qu'il regrette de ne pas avoir dénoncé tout ça. J'avais peur de David, dit-il. Et puis quelques jours après le début du procès, il demande subitement au président de pouvoir s'adresser directement à David Otia. Ça a été sans doute le moment le plus fort de l'audience. Le plus fort. Otia est resté quelques secondes totalement paralysé. Il l'a interpellé, mais il l'a poussé dans ses retranchements avec son langage à lui, en disant mais David, dis-le, tu ne peux pas ne pas le dire. Et David lui tournait le dos, s'est tourné, ne pouvait même pas et n'a pas pu le regarder. Et là, on pensait, il y avait un silence, vraiment une chape de plomb qui était là. On s'est dit, il va aller, il va dire, il va se livrer. Les mots vont commencer à sortir. Et puis non, il est resté dans cette posture et rien n'a pu être révélé en cours d'audience. Maître Brossolet, au procès, comment défendre un homme que tout accuse et qui en plus se défend assez mal lui-même? L'accusation dit qu'il s'agit d'assassinat. Autrement dit que ce funeste jour, quand David Otia se rend au chalet des Flactifs, c'est dans l'idée déjà arrêtée de tuer toute cette famille et de la faire disparaître. C'est ça la préméditation. Alors est-ce que cette préméditation est conciliable avec les faits suivants? David Otia arrive au chalet, il n'y a personne au chalet. Il va attendre sur la terrasse, au vu et au su de tout le monde. Il laisse sa BX, voiture que tout le monde connaît, c'est sa voiture, il la laisse juste en bas du chalet, pour que tous les gens qui passent du village puissent savoir que cet après-midi-là, David Otia est là. Il n'emporte pas le gasoil qui va lui servir, dit-il, ou dit-on plutôt, à brûler les corps. Or, si il a décidé de faire disparaître la famille, c'est aussi... il aurait pensé à prendre ça. Donc, si vous voulez, il y a des éléments qui ne sont pas compatibles avec la thèse de l'assassinat. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas là, mais je suis sûr d'une chose, c'est que David Otia n'est pas parti en se disant « je vais tuer les Flactifs ». Il part avec une arme pour menacer Flactif et obtenir de lui un document qui lui donnera un droit sur un logement, un bail ou quelque chose comme ça. Il ne sait pas très bien lui-même. Mais votre job est compliqué parce que lui, ce qu'il vous demande de plaider, j'imagine, c'est l'innocence et donc l'acquittement. Et là, vous me dites aussi que vous pensez, vous, qu'il faut aussi plaider une forme de circonstance atténuante qui nous ferait passer d'un assassinat à un meurtre simple. Quand dans un dossier, les peines encourues ne sont pas les mêmes. Rien n'était préparé, il n'y a pas de préméditation. Au pire, si David Otia est coupable, et pour ma part je n'en suis évidemment pas persuadé, au pire, il serait coupable d'un meurtre sans préméditation. Après 3 semaines d'audience, le verdict ne fait guère de doute. L'avocat général a requis la prison à perpétuité. Reste le sort des autres accusés. Le quatuor qu'il forme, et elle en particulier, a conduit David Otia à accomplir ses crimes. Il les a accomplis seul. Mais s'ils ne sont pas là, s'il n'y a pas ce projet, s'il n'y a pas cette espèce de tisonnier qu'elle est, il n'y a plus de crime. 15 ans de prison sont requis contre Stéphane Aremza, 7 ans contre sa femme Isabelle. Pour Alexandra Lefebvre, l'avocat général demande au juré de la condamner à 10 ans d'emprisonnement.
Selon ces termes, c'est le minimum pour celle qui a soufflé sur les braises et balayé les cendres. Pour moi, c'est elle. Si elle n'aurait pas été là, mes enfants seraient encore là. Et lui, tellement qu'il était amoureux de sa femme, il a fait ce qu'elle voulait. Je suis effectivement l'avocat de la salope et le mot n'est pas de moi. Le mot est de l'une des parties civiles. Ça résume d'ailleurs un peu le dossier et je vais le dire comme je le pense, la forme d'erreur judiciaire qui a été commise à l'encontre d'Alexandra Lefebvre. Salope, c'est pas dans le code pénal. Ça n'existe pas. C'est éventuellement dans un code moral, mais pas dans le code pénal. J'y vois deux explications qui sont assez décevantes. La première, c'est que je crois que face à l'horreur de ce crime, les uns et les autres, je veux dire certains protagonistes du dossier, ont estimé qu'un seul coupable, ça ne pouvait pas suffire. Et puis, autre argument, celui-là plus veule, le crime est si horrible, lâchons le mot, qu'il y faut la perversité d'une femme. Le 30 juin 2006, le verdict tombe. Le jury a suivi les réquisitions de l'avocat général. David Autia est condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Stéphane Aremza écope de 15 ans de prison pour complicité. 10 ans pour Alexandra Lefebvre et 7 pour Isabelle Aremza. Le frère de David Autia, Michael, est condamné à 1 an de prison avec sursis. Autia a pris la peine maximale. Bon, c'était un peu attendu. Par contre, pour les 3 autres, c'était très dur. C'était très dur, parce que 15 ans pour Stéphane Aremza, c'est une peine d'une grande sévérité, dans la mesure où on est sûr qu'il n'a pas participé au crime, il n'a tué personne. 10 ans pour Alexandra Lefebvre, c'est aussi une peine très lourde. C'est l'association de malfaiteurs. C'est vrai, ce sont des peines très sévères. David Autia fait appel, mais pas les 3 autres. Pas même Stéphane Aremza, qui malgré la lourdeur de sa peine, préfère en rester là. Après 3 semaines de procès, les familles de victimes restent frustrées. Ça regarde que moi. Mais je crois que ça m'aurait apporté plus de choses, sachant comme elle l'a fait, comme elle est rentrée dans le chalet. De savoir un petit peu de tout, quoi. Ça. Comment je vais dire? J'aurais bien voulu savoir. Alors, Maître Brossolet, dans un premier temps, David Autia, condamné, décide de faire appel. Bon, c'est assez logique, hein, puisqu'il nie. Et qu'il est condamné à la plus lourde peine. L'évidence de l'appel fonctionne à fond le soir du verdict? Disons que dans un cas comme ça, on n'a rien à perdre en appel, si on réfléchit en termes de peine. Mais l'épilogue inédit de cette histoire, c'est que dès l'ouverture du procès en appel, David Autia renonce à son appel. Dans quelles circonstances est-ce que ça se passe, ça, d'ailleurs? Il vous le dit avant? C'est une réflexion que l'on mène avant le procès. Et David Autia se dit, et il a peut-être pas tort, finalement, les choses risquent de se passer comme en première instance. On ne me croira pas quand j'expliquerai à nouveau que 2 personnes sont venues et m'ont assommé et que je ne suis pour rien dans la mort de la famille Flactif. Et donc si on ne me croit pas, ça sert à rien. Pardon, mais ça sonne un peu comme un aveu de culpabilité. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est coupable? Ça veut dire une seule chose, à mon sens, ça veut dire qu'il admet le verdict de la Cour d'appel d'Annecy, verdict qui a été prononcé alors que lui proclame son innocence. Monsieur et Madame Flactif, vous n'aviez pas eu de réponse
à toutes vos questions au cours du premier procès, tant mieux, il y avait un deuxième procès qui s'annonçait en appel à la demande de David Otia. Il se présente à l'audience et il annonce qu'il renonce à l'appel. Comment est-ce que vous vivez cette annonce qu'il n'y aura pas de deuxième procès et donc jamais de réponse à vos questions? Qui refuse ce procès, pour nous, ça voulait dire c'est moi qui mène les ficelles de toute cette affaire. Michel? Toutes les familles, d'ailleurs, ont demandé, mais est-ce que ça veut bien dire qu'il reconnaît qui est coupable? Alors que ça voulait bien dire ça, mais on a tous éprouvé le besoin de demander au juge. Le juge nous a dit, oui, ça veut dire que... Mais il ne veut pas le dire. Ah non? J'ai dit, mais est-ce que M. Otia ne pourrait pas nous dire, oui, je reconnais avoir tué les membres de la famille. Je dis, même s'il ne le fait pas pour nous, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour ses enfants, pour que ses enfants plus tard disent, mon père, c'était quand même un être humain. Et ça n'a pas été possible. Il avait eu un sourire, il regardait au plafond, il ironique riait. et dédaigneux. Voilà. Voilà. David Otia est donc définitivement condamné à perpétuité. En mars 2008, les scellés du chalet de Xavier Flactif ont été retirés. Il est maintenant en vente, mais qui voudra d'une villa où 5 personnes ont été assassinées? Otia voulait écrire un livre, son livre sur cette affaire. La loi, désormais, le lui interdit. C'est la loi Perben du 9 mars 2004 qui lui interdit d'écrire quelque livre que ce soit sur son affaire pendant le temps de sa condamnation.